Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la variance des estimateurs obtenus par maximum de vraisemblance. Donc si vous ne savez pas comment faire ces estimateurs par maximum de vraisemblance, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui explique comment faire. Ici, on va supposer qu'on a construit notre estimateur par maximum de vraisemblance. Et maintenant, on va s'intéresser à la variance même des estimateurs qu'on va interpréter comme l'incertitude de notre estimateur. Donc c'est vraiment très important, parce que ce qui va se passer dans la réalité, c'est que vous allez créer vos estimateurs, vous allez estimer des paramètres d'un modèle, et une fois que vous avez ça, vous allez vous poser la question, mais quelle est l'incertitude que j'ai sur ces paramètres? Et c'est grâce à cette variance qu'on va pouvoir avoir cette réponse. Donc pour tout ce que je vais faire dans cette vidéo, je ne ferai pas de démonstration, il n'y aura pas de démonstration, on va partir d'une formule que je vais vous donner comme ça. On la comprendra un peu mieux dans la vidéo suivante, où on verra une deuxième méthode pour calculer les variances des estimateurs. On verra qu'on trouve le même résultat. Donc là, voilà, on ne va pas faire de démonstration, parce que les démonstrations sont lourdes et pas nécessaires pour ce que je veux faire dans ce cours. Alors tout d'abord, on va partir à une dimension. On va supposer qu'on avait un ensemble de variables aléatoires x1, xn, identiquement distribués selon une fonction de densité de probabilité f de x θ, et qu'on a créé par maximum de vraisemblance un estimateur de θ que je note θ chapeau. Et donc on peut montrer que la variance de θ chapeau va être supérieure ou égale à une borne qu'on appelle la borne de Cramer-Rao, qui est donnée par la formule que vous avez actuellement sous les yeux. Alors je vais vous la décrire rapidement. Ici vous avez 1 plus la dérivée de b par rapport à θ, le tout au carré, avec b ici, c'est le biais de notre estimateur. Et au dénominateur, vous avez l'espérance de moins la dérivée seconde du log likelihood, donc du logarithme de la vraisemblance, et on fait une dérivée par rapport à θ au carré. Donc ça, c'est une formule que je vous ai dit, je n'allais pas vous démontrer. On la comprendra mieux avec la méthode graphique qu'on verra dans la vidéo suivante. On peut tout de suite voir que cette borne inférieure fait intervenir le biais, mais le biais de notre estimateur n'est pas forcément problématique, parce que si ce biais est négatif, en fait, ça va diminuer la variance. Donc on a parfois des biais qui peuvent nous aider à avoir une variance plus petite. Alors en fait, cette borne, on va l'atteindre assez dans certains cas, et cette borne va être atteinte sous certaines conditions sur la vraisemblance, en particulier sur la régularité et la dérivabilité de la vraisemblance. Mais en pratique, en fait, on va surtout utiliser cette borne comme une référence théorique qui va nous permettre d'estimer la variance. Donc en fait, ce que l'on fait en pratique, c'est la chose suivante. On va dire que la variance est égale directement à cette borne. On va supposer qu'on a atteint notre limite de Cramer-Rao. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va arriver dans la plupart des cas. Et en plus, pour simplifier les choses, très souvent le biais va être nul ou négligeable. Donc, on va avoir directement notre variance par la formule que vous voyez ici. La variance de θ chapeau, c'est directement égal à 1 sur l'espérance de moins la dérivée seconde du log likelihood par rapport à θ. Donc ça va nous permettre d'estimer d'un point de vue théorique, finalement, la variance de notre estimateur. On va même aller un peu plus loin, puisque ce qu'on va faire, c'est que pour calculer directement cette variance, on va utiliser le résultat qu'on a obtenu sur θ par notre maximum de vraisemblance, en calculant 1 sur moins la dérivée seconde du log likelihood par rapport à θ, et en calculant ça au θ qu'on a calculé, qu'on a obtenu avec notre maximum de vraisemblance. Donc ça, vous verrez, ça se comprend très très bien par la méthode graphique que je vous présenterai juste après. Mais en réalité, il y a des conditions à respecter. La plupart du temps, en pratique, on considère qu'on a respecté et qu'on a atteint la limite. Mais dans les faits, il faudrait vérifier. Dans certains cas, ça peut être problématique. Donc, il ne faut pas se faire piéger. Il faut voir ça comme une estimation de la variance de notre estimateur. Alors avant d'aller plus loin et pour vous montrer comment ça fonctionne, voici un exemple. On va revenir sur la mesure du temps de vie d'une particule. C'est un exemple que j'ai pris dans la vidéo précédente, donc si vous voulez aller voir ça en détail, allez regarder la vidéo précédente. Là, je le refais très rapidement. On va supposer qu'on a donc une particule qui a une certaine durée de vie, donc qui va suivre une loi exponentielle en 1 sur taux exponentielle de moins t sur taux, si t est positif et 0 sinon. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer un estimateur de taux. Donc ce qu'on va appeler la durée de vie moyenne de notre particule. Pour cela, on a n mesures, t1, tn, et on va créer un log likelihood en prenant la somme de i égale 1 à n du logarithme de la fonction de densité de probabilité ti qu'on va supposer sur taux.
Donc voilà ce qu'on obtient quand on fait ça, hein. C'est relativement simple, je vous passe le détail du calcul, et on va chercher le maximum de notre vraisemblance, donc on va dériver le log likelihood par rapport à taux. Donc si vous prenez cette formule et que vous dérivez ça, vous allez dériver le logarithme qui va vous donner 1 sur taux, et vous allez surtout dériver le 1 sur taux qui va vous donner un plus 1 sur taux carré, donc vous retrouvez cette formule. Et on cherche un maximum, donc on cherche la valeur de taux pour lequel cette dérivée est égale à 0. Ça nous donne un taux de maximum likelihood qui est égal à 1 sur n, somme de i égale 1 à n, dti. En fait, là, on retrouve une moyenne qu'on a l'habitude de calculer pour calculer le taux ML. Mais bon, on l'a démontré. Donc, on peut créer notre estimateur avec la formule que vous voyez ici, en remplaçant les petits t par la variable aléatoire ti. Donc, on a notre estimateur. Maintenant qu'on a notre estimateur, on veut calculer la variance. Et on va utiliser pour cela Cramer-Rao. Donc on va supposer qu'on a atteint la limite de Cramer-Rao et on va calculer, donc on aura besoin de la dérivée seconde de notre log likelihood. Donc ici je calcule la dérivée seconde de mon log likelihood par rapport à taux. Donc je redérive cette formule qui est ici, hein. Donc le moins n sur taux, ça va me donner un n sur taux carré et je le calcule en taux ml. Et puis ici, j'ai 1 sur taux 2 qui va me donner un moins 2 sur taux au cube. Et donc, je le calcule au niveau du maximum de likelihood. Alors, on va faire une petite astuce pour simplifier le calcul. Vous voyez ici que j'ai la somme de i égale 1 à n dti. La somme de i égale 1 à n dti, c'est grand N, je le bascule de l'autre côté, fois taux ml. Donc, je vais remplacer la somme ici par n fois taux ml, ce qui va me faire disparaître un taux ml et faire apparaître un n. Donc, en simplifiant, j'obtiens moins n sur taux carré ml. Et donc, la variance, on va utiliser donc notre borne de Cramer-Rao. Donc, c'est une variance entre guillemets théorique. C'est 1 sur moins la dérivée seconde du log likelihood dérivée par le taux carré. Voilà, et donc calculé en taux ml, et j'obtiens directement l'inverse de cette formule avec le moins qui disparaît, taux ml carré sur n. Et donc, dans ce cas, on a une estimation de la variance de notre paramètre taux, et on peut s'en servir comme d'une estimation de l'incertitude sur le paramètre taux. Donc maintenant, on va généraliser à une dimension ce qu'on a vu précédemment. Cette fois-ci, on va avoir un vecteur aléatoire à n dimensions que je vais noter grand X avec une fonction de densité de probabilité jointe qui est f de x θ, où θ, c'est un jeu de paramètres allant de θ1 à θm avec donc m paramètres. On a n mesures, x1, xn, chacune formée de n observables, et on va, grâce à ces mesures, fabriquer des estimateurs par maximum de vraisemblance que je vais noter θ chapeau, donc de θ1 et de θm. Une fois que j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est la variance de ce vecteur θ chapeau, et en particulier la variance de chacun des sous-paramètres θ1 chapeau, θm chapeau. Donc, on ne va pas faire de démonstration, mais juste, si on revoit ce qu'on a vu à une dimension, finalement, dans la borne de Cramer-Rao, ce que l'on voit apparaître, c'est l'espérance de moins la dérivée seconde du log likelihood, et une dérivée seconde par rapport à θ. Donc c'est important de voir qu'on dérive par rapport au paramètre sur lequel on veut avoir notre variance. Ici, on a un jeu de paramètres, donc c'est assez naturel de vouloir dériver, de chercher la dérivée seconde sur chacun des couples de paramètres que l'on peut créer. Donc on va créer une matrice qu'on appelle la matrice de Fisher ou la matrice information de Fisher, qui va être construite à partir de moins l'espérance de la dérivée seconde de notre log likelihood par rapport aux paramètres θi, θj. On va comme ça créer une matrice de Fisher, et on va faire tendre notre matrice vers la limite de Cramer-Rao. On va supposer qu'on a atteint la limite de Cramer-Rao. On va donc remplacer le calcul de l'espérance par finalement le calcul de cette dérivée seconde au maximum de vraisemblance. Une fois qu'on a ça, on a une matrice. La matrice que vous voyez ici, la matrice d'information ou la matrice de Fisher, moi je préfère l'appeler la matrice de Fisher, avec sur la diagonale des dérivées secondes avec le même paramètre. Donc on a la dérivée seconde du log likelihood par rapport à θ1 ici, par rapport à θ2 là, etc., qui va être liée à la variance. Et on va avoir hors de la diagonale des dérivées croisées avec ici θ1, θ2, ici on aura θ1, θ3, et puis ici on a le symétrique de notre matrice. Et ça nous donne cette matrice de Fisher, et on peut montrer que l'inverse de cette matrice,
et ben, ça correspond à la matrice de covariance que l'on cherche dans notre paramètre θ chapeau. On a vu précédemment que c'était 1 sur l'espérance qui apparaissait, l'espérance de ce qu'on a ici. Et bien là, on va être obligé de calculer l'inverse de la matrice. Ça va coupler les choses, hein, donc c'est plus compliqué à calculer. Ça va vous donner la matrice de covariance. Alors ça, pour l'instant, c'est sans démonstration. Donc vous pouvez l'appliquer, hein, le faire quand vous avez quelque chose avec m paramètres, pardon, ce que j'ai choisi dans mon exemple, c'est m paramètres. Néanmoins, on comprendra ça très très bien avec la méthode graphique qu'on va voir juste après, à 1 et à 2 dimensions. Vous allez comprendre ça très très bien, même si ce ne sera pas une démonstration. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.